Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Arnaud Dubois, comme je l'ai indiqué devant moi, mais je suis maître de conférence ici et responsable du parcours formation de formateurs à l'accompagnement professionnel avec Virginie Dufournet. Je suis maître de conférence habilité à diriger des recherches en sciences de l'éducation et aussi responsable de la mention pratique et ingénierie de formation du Master MEF de l'Académie de Versailles. Bon, les étudiants de Gennevilliers le savent, mais peut-être pas tout le monde. Voilà, c'est juste pour que vous sachiez qui est qui. Alors, je vais... voilà. Je vais présenter Philippe Chausscourt, que je suis très heureux d'accueillir et de présenter ce matin. Alors, Philippe Chausscourt est professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université Paris-Descartes, où il est responsable, je parle sous son contrôle, mais responsable de la mention sciences de l'éducation du master sciences humaines et sociales, et responsable du parcours recherche. Il est membre du laboratoire EDA, comme l'indique la diapositive que vous voyez, qui a été réalisée par les étudiants de Paris 8, par le groupe d'étudiants qu'évoquait Patrick. Le laboratoire EDA, c'est éducation, discours, apprentissage. Voilà pour sa position institutionnelle. Philippe Chausscourt est agrégé de mathématiques. Il a enseigné en collège et en lycée, puis dans un IUFM, enfin dans plusieurs IUFM d'ailleurs, Institut universitaire de formation des maîtres, avant de soutenir une thèse et d'être recruté comme maître de conférence en sciences de l'éducation. Il est aussi psychologue clinicien et psychothérapeute. Alors en sciences de l'éducation, ses travaux s'inscrivent très clairement et très explicitement dans une approche clinique d'orientation psychanalytique, approche qu'il a contribué à théoriser, puisque en effet, il est le deuxième des 4 auteurs de la note de synthèse publiée en 2005 dans la Revue française de pédagogie. Cette note de synthèse que vous connaissez pour la plupart d'entre vous s'intitule « Recherche clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation ». Pardon, voilà, je fais souvent l'erreur, mais non, c'est « Recherche clinique d'orientation psychanalytique dans le champ de l'éducation et de la formation ». J'en profite pour souligner que nous avons accueilli en mai dernier, lors de la précédente journée d'études qu'évoquait Patrick Geffard, Claudine Blanchard-Laville et Bernard Pechberti, qui ont aussi coécrit cette note de synthèse. Alors on doit à Philippe Chausscourt d'avoir développé des recherches originales sur l'observation comme méthodologie de recherche. Il a transposé dans le champ de l'éducation et de la formation la méthode d'observation des nourrissons d'Esterbic, renouvelant ainsi les réflexions méthodologiques dans le courant associant psychanalyse et éducation. Et avec cette méthode d'investigation, il a précisé notamment la notion de transfert didactique, dont il va vous parler un peu aujourd'hui, notion de transfert didactique qui cherche à préciser les enjeux de transmission du rapport au savoir dans les espaces d'apprentissage et de formation. Alors il a publié de nombreux articles et dirigé plusieurs ouvrages scientifiques. Parmi ces publications, je veux citer son article de 2006 publié dans la revue Connexion, article disponible sur Kern d'ailleurs, article intitulé « Une observation d'enseignante inspirée de la méthode d'Esterbic », dans lequel il présente la psychanalyste Esterbic, sa méthode d'observation des nourrissons à travers son texte Princeps, avant d'exposer les conditions d'une extension de sa méthode à l'observation d'une enseignante de collège durant une année scolaire entière. Sur l'application de cette méthode à l'observation des pratiques enseignantes, il a aussi publié un chapitre en 2008 dans un ouvrage dirigé par Pierre Delion. Il a publié 2 articles dans la revue Cliopsy, que vous connaissez aussi, l'un sur la notion d'après-coup et l'autre plus récent sur la notion de contre-transfert du chercheur. Il a dirigé un ouvrage publié en 2014 chez l'Harmattan, fruit d'une recherche collective, c'est ce livre, recherche collective sur l'évolution de la pratique d'un professeur des écoles au cours des 10 premières années de sa carrière, livre dont vous avez aussi entendu parler, au moins dans le parcours FFAP, livre qui s'intitule « Enseigner à l'école primaire 10 ans avec un professeur des écoles ». Et dans ce livre, Philippe Chausscourt a rédigé un article sur les évolutions du transfert didactique de 7 enseignants. Il fait le point sur la notion de transfert didactique, sur la méthodologie d'observation et la méthodologie pour saisir des éléments du transfert didactique, et aussi sur la notion d'espace psychique. Pour finir, il a aussi co-dirigé, pour finir la liste de ses publications, il a aussi co-dirigé un ouvrage intitulé « Existe-t-il une éducation suffisamment bonne ?» Et il vient de publier un ouvrage dirigé par Louis-Marie Bossard et Sophie Lerner-CI,
intitulé « Éducation, formation et psychanalyse, une insistante actualité », livre qui vient d'être publié chez l'Harmattan. Alors Philippe, je te remercie très sincèrement d'avoir accepté d'intervenir dans cette journée pour donner une conférence, pour présenter tes travaux. Et avant de te céder la parole, je veux lire une citation d'un peintre citation que tu avais mise en exergue de ta thèse en 2003. Il s'agit d'un extrait des notes sur la peinture d'aujourd'hui, publié en 1953 par Jean Bazaine. J'ai découvert ce peintre d'ailleurs et cette citation en lisant ta thèse. Je cite: « On ne fait pas la peinture que l'on veut, il s'agit de vouloir jusqu'au bout la peinture que l'on peut, celle que peut l'époque. Et cela ne se fait pas à coup d'intelligence ou de connaissances historiques, mais le plus obscur travail de l'instinct et de la sensibilité. Une seule règle demeure absolue, à chaque toile nouvelle, avoir perdu le fil. » Alors je sais que tu ne vas pas nous parler de peinture ce matin, enfin je crois, mais j'ai toute confiance en toi pour tisser le fil d'une toile nouvelle aujourd'hui, avec nous, ce matin. Bon. Oui, ça me fait bouger. Bon, merci beaucoup Arnaud de cette présentation et de ce travail de visibilisation de nos travaux d'une façon générale, notamment avec la mention du dernier livre paru il y a moins d'une semaine qui contient les actes du colloque qui a eu lieu à Descartes en 2017. Voilà. Alors, je remercie évidemment mes collègues de m'avoir invité pour cette deuxième édition de la journée d'études organisée par les responsables de parcours qui ont été nommés par Patrick Geffard tout à l'heure. Mon intervention a pour titre « Quel accompagnement pour de l'observation clinique ?» et se situe donc dans le cadre de cette journée d'études, elle-même intitulée « L'accompagnement individuel et collectif dans le cadre de la formation et de la recherche ». Alors, je trouve ça intéressant, oui, quand on regarde le travail des étudiants sur la diapositive précédente, si c'est eux qui ont été chargés voilà. La publication la plus récente, finalement, c'est plutôt... Alors, le livre, bon, il y a un délai qui fait qu'ils ne peuvent pas l'avoir, mais en revanche, il y a un article de 2017. Et donc, c'est intéressant de savoir si chez nos étudiants, un article, c'est une publication et quel est le poids d'un livre par rapport à un article, hein. Globalement, quand même, si on réfléchit à ces enjeux, on se rend compte que c'est peut-être plus difficile de publier un article dans une revue de recherche à comité de lecture que de publier un livre parce que les choses ne font pas appel au même crible de tri. Alors après, ça dépend des collections, ça dépend de plusieurs choses. Mais moi, j'incite beaucoup mes étudiants à lire des articles plutôt que des livres. Je ne devrais pas dire ça vu la publication récente. Mais je ne suis pas un bon en marketing, ça c'est sûr. Voilà. Bon, donc mon intervention, quel accompagnement pour de l'observation clinique? Alors, il me semble avoir compris qu'il s'agissait ici d'échanges à partir de travaux de recherche qui s'inscrivent principalement dans des approches cliniques orientées par la psychanalyse. Bon, comme vous l'a rappelé Arnaud Dubois, je suis professeur en sciences de l'éducation à Descartes. J'ai exercé comme agrégé de mathématiques. J'ai été formateur d'enseignants en SP, en IUFM et d'enseignants spécialisés. Et je suis psychologue clinicien. Arnaud a dit psychothérapeute, j'oserais dire psychanalyste. Voilà, avec des distinctions qu'on pourrait évoquer. On sait que le titre de psychothérapeute, c'est sûrement le titre le moins, qui nécessite le moins de qualification actuellement et qui est peut-être le moins protégé, hein. Donc autrement dit, peuvent s'intituler psychothérapeute beaucoup de monde. Un peu moins maintenant avec le cadre législatif qui a été mis en place il y a 4 ans peut-être, mais voilà. Alors, j'anime également ce qu'il n'a pas mentionné et ce qui me semble important peut-être pour essayer d'attraper qui vous avez en face de vous. J'anime des groupes d'analyse de pratiques professionnelles et je supervise notamment des animateurs de tels groupes en exercice libéral. Et j'ai d'ailleurs été, durant 3 années, comme professeur des universités, responsable du master professionnel formation à l'intervention
et à l'analyse des pratiques à l'université Paris-Nanterre, où j'ai été également responsable dans le même temps de l'équipe clinique du rapport au savoir. Mais un pan important, comme Arnaud l'a mentionné, de mon activité tant théorique que clinique est en lien avec l'observation. Si ma note de synthèse d'HDR, qui date de 2009, s'intitulait « Approche clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation, réflexion d'après-coup », et d'après-coup avec un trait d'union, c'est-à-dire connotant le concept psychanalytique. Vous savez sûrement qu'en français, après-coup, il n'y a pas de trait d'union, et que quand on l'écrit avec un trait d'union, ça signe là l'utilisation d'une notion psychanalytique. Donc, ma thèse s'intitulait, elle, « Observation clinique en sciences de l'éducation, micro-analyse et observation directe de pratiques d'enseignants de mathématiques ». Je souhaiterais donc évoquer ici la question de l'accompagnement à une modalité d'observation clinique particulière, qualifiée parfois de psychanalytique, que j'ai introduite en sciences de l'éducation. Donc, vous avez sous les yeux une diapositive avec le plan de mon intervention. J'en suis à la fin du préambule et je vais rentrer dans ce qui s'appelle représentation d'un être humain. Donc, avant tout, la première chose à mentionner, tant sur un plan professionnel que personnel, est la représentation que je me fais d'un être humain. Pour moi, un être humain n'est pas que le siège de décisions raisonnables, et ses actes sont infiltrés de phénomènes dont il n'a pas nécessairement conscience, y compris les mathématiciens, par exemple, tant les enseignants que les créatifs. Le travail qui est le mien comme chercheur consiste à analyser ces phénomènes que moi j'appelle des phénomènes insus, non sus, qui sont donc des phénomènes non conscients, chez différents protagonistes des situations d'éducation ou de formation. Et pour le scientifique que je prétends être, il importe de préciser quel est le cadre théorique de définition et d'analyse de ces phénomènes qui échappent à la conscience du sujet et que l'on pourrait donc qualifier de phénomènes inconscients. Le premier point théorique à assurer est donc de se donner les moyens de dépasser la forme adjective du mot inconscient. C'est sympathique cette petite sonorisation. Donc le premier point théorique à assurer est donc de se donner les moyens de dépasser la forme adjective du mot inconscient, qui est d'un usage banal, pour se référer à une théorie consistante d'un inconscient, avec le mot inconscient comme substantif cette fois. Une étude linguistique du mot inconscient montre que si la forme la plus courante du mot est actuellement adjective, le passage s'est fait, sur un plan étymologique, de la forme substantive à la forme adjective, et que, qui l'eût cru, inconscient et science ont la même racine, le verbe latin scire. Ça ferait sûrement frémir certains apôtres des neurosciences, de penser que inconscient et science ont la même racine. Le passage à la forme substantive est, dans notre société occidentale européenne, le plus souvent référé à la psychanalyse, mais l'inconscient n'appartient évidemment pas exclusivement à la psychanalyse. Donc pour préciser le sens de la notion d'inconscient, il conviendrait sûrement, et ce n'est pas Arnaud qui me démentira, d'examiner des éléments de son histoire. Un ouvrage qui fait référence en la matière, et vous l'avez dans la bibliographie qui est notée et qui est passée, dont il y a quelques exemplaires qui ont circulé. Donc un ouvrage qui fait référence est un ouvrage de Henri Frédéric Ellenberger qui s'appelle « Histoire de la découverte de l'inconscient ». C'est un bouquin assez formidable qui a fait date, dont la première édition en langue étrangère date de 70 et dont l'édition française date de 94, c'est-à-dire 24 ans plus tard. Un des apports originaux d'Henri Ellenberger est d'avoir mis l'accent sur la séparation entre deux abords possibles de la notion d'inconscient. D'une part, l'histoire de la découverte et de la théorisation de la notion d'inconscient, et d'autre part, celle de son utilisation pratique et thérapeutique. Évidemment, vous imaginez que l'utilisation pratique et thérapeutique est bien antérieure à la théorisation de la notion.
Certains psychanalystes français, au moment où le livre est paru en 1994, lui ont reproché, à l'auteur du livre, de trop relativiser la découverte de Freud. Ainsi, dans ce livre, Henri Ellenberger cite le texte suivant, je vous cite ce texte. Écoutez bien, c'est intéressant. L'inconscient est la question de la psychologie. L'inconscient, soubassement général de la vie psychique, est comparable à une chaîne de montagnes sous-marines dont n'émergeraient que les sommets représentant le conscient. Notre vie consciente est dans une large mesure dominée par nos représentations inconscientes. Je continue la citation. Ainsi, mes représentations passées sont toujours actives en moi sans que j'aie conscience de leur présence et de leur activité. Je finis la citation. L'inconscient ne peut s'expliquer entièrement en termes physiologiques. Il représente une réalité psychique autonome. Eh bien, ce texte, ce n'est pas du Freud. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est absolument hallucinant. C'est du Theodor Lipps. Il s'agit d'une conférence faite par un philosophe qui s'appelle Theodor Lipps au 3e congrès international qui s'est tenu à Munich en 1896. 1896, je vous rappelle que Freud, il est né en 1856, il est mort en 1939. Et donc, cette conférence de Lipps, Freud avait prévu d'y aller, et contrairement à ses intentions, il n'a pas pu y aller à cause de la mort de son père. Anne Durand, qui est une pédopsychiatre et psychanalyste, démontre très précisément dans son livre « L'inconscient » de Lipps à Freud, en examinant les lettres de Freud à Fliss, les textes de Lipps et les textes de Freud, ainsi que des textes et des commentaires postérieurs aux écrits de Freud. Donc elle montre comment la période qui va de l'été 96, qui est la date de cette conférence, d'où vient la citation que je vous ai donnée, à l'été 98, Freud renonça, sous l'influence de la lecture de Lipps, à une approche physiologique pour poser les bases de sa métapsychologie. Elle nous rend témoin de la façon dont Freud a véritablement métabolisé le travail de Lipps. En même temps, c'est un livre passionnant. Elle nous convie au cœur du processus créatif de l'auteur de la métapsychologie, à travers ses mécanismes de pensée et son mode d'écriture, nous donnant l'illusion d'assister, quasiment en temps réel, à la création intellectuelle freudienne. Et c'est vraiment passionnant de penser que, contrairement à une vulgate assez répandue, évidemment, Freud n'a pas découvert l'inconscient. Et que même sa théorisation, elle repose sur des travaux contemporains qui, évidemment, ont existé et dont il a assez peu été fait état. Ellenberger disait que la vraie découverte de Freud, c'était pas l'inconscient, c'était l'association psychanalytique internationale, c'est-à-dire le support qu'allait permettre à ces idées d'exister, d'avancer et de prospérer. Alors, un autre écrit, ce que je voulais aussi vous dire à propos de Lipps, c'est que quand j'ai écrit ma thèse, où je cite ce passage-là, donc on était en 2003, le livre d'Anne Durand devait dater de 2003 à peu près, et on n'avait pas d'article sur Lipps dans l'Encyclopædia Universalis. On n'avait pas d'article sur Lipps dans l'Encyclopædia Universalis. Donc je suis allé, en préparant ma conférence, sur Wikipédia, comme tout le monde, et voir effectivement qu'il existe un article sur Lipps, article dans lequel il est dit que Lipps a soutenu les travaux de Freud sur l'inconscient. C'est pas du tout vrai. Lipps n'a pas du tout soutenu les travaux de Freud sur l'inconscient. On pourrait même dire, pour parler un peu vulgairement, que c'est Freud qui a pompé Lipps, d'une certaine façon. Bon, bref. Donc Freud n'a pas soutenu les travaux, Lipps n'a pas soutenu. Et ce qui est encore pire, c'est que quand on regarde sur le site de Gallica les notes bibliographiques sur Lipps, on trouve un extrait de Wikipédia où il est redit la même chose sur Lipps que dans Wikipédia,
Alors, comme quand même à la BNF, on a des gens qui ont fait l'école des chartes et qui sont des gens un peu précis, un peu compétents, ils disent, contrairement à ce que font nos étudiants, évidemment pas vous, hein, mais eux, ils disent que leur travail vient de Wikipédia, donc ils citent explicitement Wikipédia, mais je trouve ça vraiment très intéressant de relativiser tout ça. Hein. Wikipédia, c'est pas fiable, on est bien d'accord là-dessus. Il faut croiser les sources, revérifier, recontrôler, voilà, et pas prendre du tout pour argent comptant ce qu'il y a dans des notices biographiques. En l'occurrence, là, c'est un travestissement d'une forme de réalité historiographique. Alors, un autre écrit intéressant sur le sujet, qui se réfère d'ailleurs largement à l'ouvrage de Lenberger, c'est un livre qui s'appelle « Le corps et le sens », qui a été publié par Bernard et Bianca Le Chevalier. Et dans ce livre-là, il y a alors Bernard et Bianca, oui, Le Chevalier, lui, il est neurologue et elle est pédiatre psychanalyste. Et dans ce livre-là, qui est un livre écrit sous leur direction, il y a un chapitre de Francis Eustache intitulé « L'inconscient cognitif chronique d'un concept ». Et dans ce chapitre-là, Eustache distingue 3 sortes d'inconscients, un inconscient cérébral, un inconscient cognitif et un inconscient affectif. Et donc, c'est intéressant, si vous vous posez des questions un peu fines sur ces histoires d'inconscient, de penser que finalement, il y a 3 théorisations possibles, un inconscient cognitif, un inconscient cérébral et un inconscient affectif. Dans l'inconscient affectif, c'est celui qui est issu des théorisations psychanalytiques, à la fois freudiennes, mais aussi dû à Alfred Adler et dû à Jung, qui sont des disciples qu'on appelle parfois des disciples dissidents de Freud. C'est plus compliqué que ça. Je suis en train de lire une bibliographie d'Adler et c'est extrêmement intéressant de se rendre compte que Adler avait commencé à écrire sur l'éducation avant même sa rencontre avec Freud. Et que donc, c'est dans ce sens-là, sa théorisation, qui est la psychologie individuelle, n'est pas une dissidence de la psychanalyse, mais quelque chose qui lui appartenait avant, qui s'est évidemment infléchi après sa rencontre avec Freud, mais qui a continué à exister après. Alors, quelle théorisation de l'inconscient pour mes travaux? Peut-être pour revenir au plan, ce serait bien. Merci. Il y a un inconscient des ordinateurs. Donc, quelle théorisation de l'inconscient pour mes travaux? Si je reprends la classification proposée par Francis Eustache, je me situe donc dans le cadre d'un inconscient affectif freudien. Alors, il classe dans l'inconscient affectif freudien aussi l'inconscient lacanien, évidemment, qui se réfère constamment à Freud, on espère bien. La représentation du sujet qui existe en toile de fond de toute ma recherche est celle d'un sujet divisé par son inconscient, ou comme le disait Freud, par exemple, dans ses leçons d'introduction à la psychanalyse, donc où le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Et dire que le moi n'est pas maître dans sa propre maison, c'est pas simplement une petite différence avec d'autres conceptions psychologiques du sujet. Il s'agit là d'un véritable saut épistémologique. Pour pouvoir en dire quelque chose, il faut se doter de moyens spécifiques d'investigation de ces phénomènes inconscients. Et cette dotation est très coûteuse en temps de formation. Je m'inscris donc, comme l'a rappelé Arnaud, dans un courant clinique de recherche d'orientation psychanalytique qui s'est fédéré depuis 2003, représenté par l'acronyme CLIOPSY. Il est constitué d'un réseau de chercheurs de différentes universités, Paris 8, Paris-Nanterre, Cergy, Paris-Descartes, Rouen, Amiens, et d'universités étrangères venant de l'Argentine, du Brésil, de la Grande-Bretagne, de l'Uruguay, du Luxembourg, de l'Italie. D'une revue qu'évidemment vous connaissez parce que vos responsables de parcours font bien leur travail, donc la revue CLIOPSY, et d'une association, l'association CLIOPSY. Dans notre réseau de chercheurs, nous nous réclamons tous d'un inconscient affectif freudien, pour reprendre la terminologie de Francis Eustache, par différenciation donc d'avec un inconscient affectif jungien, donc qui est le père de la psychologie analytique. C'est intéressant parce que le courant jungien a fait beaucoup de petits dans les pays anglo-saxons et notamment au Canada. Et quand on travaille avec des chercheurs du registre de l'éducation canadien qui font l'hypothèse qu'il y a des phénomènes insus dans la relation éducative, eux, ils se réfèrent plus généralement aux travaux de Jung qu'aux travaux de Freud. Et donc, par différenciation, disais-je, d'avec un inconscient affectif jungien ou adlérien, dont j'ai dit quelques mots.
Dans ce contexte référé à Freud, il existe une palette de sensibilités différentes. Certains plus que d'autres ont des références lacaniennes non rigidifiées, d'autres ont des références plutôt anglo-saxonnes, c'est d'ailleurs pas forcément exclusif, même si ce caractère non exclusif est sûrement à penser énormément sur le plan épistémologique. En ce qui me concerne, malgré mon ancrage disciplinaire originaire du côté des mathématiques, ou peut-être à cause de cela, je ne suis pas du côté d'une référence lacanienne centrale, même si j'ai effectué une première tranche analytique de 5 ans à 3 fois par semaine, avec une psychanalyste lacanienne. Les théories psychanalytiques qui m'aident à penser sont plutôt du côté des références de mon autre analyste, c'est-à-dire anglo-saxonne, kleinienne et post-kleinienne, c'est-à-dire Bion, Esterbik, Rosenfeld, Greenfeld. Voilà. De mon point de vue, alors ça c'est important aussi, la psychanalyse n'est pas qu'un corpus théorique, mais c'est un style de connaissance qui est fondé sur une expérience personnelle consistante et princeps de la cure analytique classique. En ce qui me concerne, j'ai dû faire plus de 15 ans à 3 fois par semaine. Hein. Vous voyez ce que ça donne. Et donc, sur la métapsychologie et sur tout ce qui lui a succédé sur un plan théorique et sur une pratique clinique. Pour moi, une pratique clinique groupale et individuelle et sur une formation conséquente. Quand je dis que je m'inscris dans un courant clinique de recherche d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation, chaque mot de cette expression serait à déplier. Ce n'est pas ici le lieu d'effectuer finement ce travail, surtout qu'un certain nombre d'écrits existent qui le font parfaitement et que ces écrits, vos enseignants vous les ont fait fréquenter et que Claudine Blanchard-Laville elle-même est venue intervenir l'an dernier. Hein. Je pense à la note de synthèse qu'a mentionné Arnaud. Et quand même, cette note de synthèse, j'ai été amené à la reconsulter, je la travaille périodiquement avec les étudiants. Dans la première partie de cette note, vous le savez, sont proposées quelques réflexions épistémologiques autour des questions cruciales que l'approche d'orientation psychanalytique soulève. Et ces questions sont lesquelles? La légitimité d'une telle démarche hors du champ psychanalytique, proprement dite, celle de sa spécificité, comment est prise en compte la subjectivité du chercheur et comment on valide les travaux obtenus. Je vous invite donc vraiment à vous reporter à cet écrit dont les mots, particulièrement en ce qui concerne ces points centraux, ont été soigneusement choisis et sont toujours, je dirais, d'une insistante actualité, pour reprendre à mon tour le titre du dernier ouvrage qu'on vient de publier. Ouvrage donc coordonné par Louis-Marie Bossard, Sophie Lerner et moi-même. Dans cette note de synthèse, on a cherché d'une part à rendre compte de la pluralité de ce qui se pratiquait dans ce champ, et effectivement dans le champ, pas seulement dans la discipline, mais d'autre part, on a aussi tenté de préciser de façon non manichéenne ce que pouvaient être nos positions. Par exemple, et ça je pense que c'est quelque chose aussi que vous font fréquenter vos enseignants, je vous redis ce qui est écrit à propos de la légitimité d'un chercheur à prétendre soutenir une telle approche, ce qui répond peut-être à des questions que certains d'entre vous peuvent se poser. Je cite la note de synthèse. Pour prétendre conduire une telle recherche clinique, il nous semble que le chercheur se doit de bénéficier, à minima, d'une expérience personnelle, d'un travail d'élaboration psychique, d'orientation psychanalytique, sans pour autant avoir nécessairement été engagé préalablement dans une cure psychanalytique. Donc ça, c'est assez clair. Il ne s'agit pas forcément d'avoir été en analyse dans le cadre d'une cure classique pour mener des recherches, pour commencer à mener des recherches dans ce champ. Je reprends la citation. Ainsi, le chercheur peut commencer à penser et à chercher sur ces questions, tout en continuant à se former cliniquement, cette formation personnelle pouvant toujours aller en s'approfondissant. Il n'est pas rare dans les accompagnements qu'on effectue avec nos doctorants que les doctorants cherchent à approfondir leur formation clinique, qui en reprenant ou en initiant un travail personnel, qui en participant à des travaux groupaux psychanalytiques, voilà. Donc ce courant revendique un lien direct avec la psychanalyse, prenant appui sur les proximités que la psychanalyse a, évidemment là aussi vous en avez déjà entendu parler, entretenues avec la pédagogie dès 1908 avec Ferenczi, et qui s'est concrétisée par la publication de la revue de pédagogie psychanalytique
entre 1926 et 1937, mais là je ne m'aventurerai pas, vu le spécialiste qui est à mes côtés, j'aurais peur de dire des bêtises. Ces rapports privilégiés, originaires de la psychanalyse avec l'éducation-pédagogie, et ça me semble aussi un point important, assurent au courant cliopsy une ascendance au sens généalogique qui lui évite d'être, épistémologiquement parlant, dans une suggestion à la psychologie clinique dont l'existence date en France de 1949. L'existence même de la psychologie clinique est donc bien postérieure à la connexion psychanalyse-éducation-pédagogie. Notons également qu'un ancrage psychanalytique a été présent dès la création française en 1967 des sciences de l'éducation, depuis Jean-Claude Fillou jusqu'à nous, vous, et puis en passant évidemment par des figures emblématiques comme Jackie Bayrou, Janine Fillou, Mireille Sifali, Claudine Blanchard-Laville, etc. Je dois signaler que l'expression actuelle, approche clinique de recherche, d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation, est pour moi quasiment syntagmatique. Ça veut dire que je ne peux pas la fractionner en morceaux, que chaque mot est important. Car il n'y a pas en sciences humaines une approche clinique dont je pourrais me réclamer et que je mettrais en œuvre selon une orientation psychanalytique, mais des approches cliniques. Entre toutes ces approches, la ligne de démarcation est située du côté de l'hypothèse d'un inconscient et des moyens que l'on se donne pour percevoir, le cas échéant, ceux qui nous font jouer, les rôles qui nous font jouer. Je pense fondamentalement, je le redis, que le moi n'est pas maître dans sa propre maison et que les conduites humaines, donc les pratiques de formation, ont à voir avec l'inconscient freudien, qui n'est pas une variable de la situation que l'on pourrait neutraliser à volonté. Alors, dans un texte Princeps sur le plan épistémologique de 1986, où Nicole Mosconi se posait déjà la question de l'application de la psychanalyse à l'éducation, elle écrivait « On peut donc, je la cite, on peut donc supposer que la condition pour que la psychanalyse puisse s'appliquer aux pratiques éducatives, c'est qu'un effort de conceptualisation et de théorisation soit fait par rapport aux pratiques pédagogiques, semblable à celui que Freud a fait par rapport à la pratique de la cure. » Fin de la citation. Il me semble qu'un certain nombre de développements théoriques et méthodologiques dans le courant clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation sont des signes d'une avancée dans cette direction, et notamment ce que j'ai proposé en matière d'observation. Mais nous devons toujours être très vigilants. À l'occasion de soutenances de thèses très récentes, c'est-à-dire qu'on a eu lieu en décembre, nous nous sommes rendus compte, Claudine Blanchard-Laville et moi-même, que des choses qui nous semblaient claires ne l'étaient pas tant pour nos étudiants, précisément parce que trop claires pour nous, et que du coup, nous ne nous sommes sûrement pas donné la peine de décondenser à nos étudiants certains implicites. Ainsi, la question de la démarche clinique. Claudine Blanchard-Laville a initié un séminaire que j'ai repris lorsque j'étais à Nanterre et qui s'appelait « Séminaire de démarche clinique ». Mais son nom complet à ce séminaire aurait été « Séminaire de démarche clinique de recherche d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation ». Et cela est devenu, dans la bouche de nos étudiants, notamment ceux conformes avec le FIAP, nous animons des groupes d'analyse de pratique selon une démarche clinique d'orientation psychanalytique définie par Blanchard-Laville. Mais ça n'a jamais été défini par Blanchard-Laville, jamais, ni par un autre à mon avis. Ce qui a été défini, c'est une démarche de recherche d'orientation psychanalytique, pas une démarche d'animation de groupe d'analyse de pratique. Et donc là, il y a tout un travail épistémologique à faire à propos des pratiques de formation et de leurs dispositifs, comme celui qu'on a réalisé sur la démarche de recherche. C'est un travail de ce type, finalement, que j'ai essayé de mener un peu à propos de l'observation. Peut-être qu'on doit, Claudine Blanchard-Laville et moi-même, à notre formation initiale en mathématiques, quelque chose du côté de la précision des choses qu'on fait. C'est très important pour nous, les mots qu'on choisit et le cadre dans lequel on s'inscrit. Et on lutte sûrement tous les deux, et avec d'autres avec nous, sur déconfusionner les espaces et déplier les positionnements. Tout n'est pas dans tout, assurément. Et notamment, quand on utilise certains concepts
qui relèvent de la psychanalyse. J'ai vu ça dans certaines thèses, où par exemple, on parle d'espace transitionnel à la Winnicott, sauf qu'on parle d'espace transitionnel à la Winnicott. Donc Winnicott, tout le monde sait qui c'est quand même un psychanalyste qui fait l'hypothèse de l'inconscient. Et dans ces thèses où on parle d'espace transitionnel, il n'y a pas d'inconscient. Et là, moi, je ne comprends plus. J'avoue que moi, je ne comprends plus. Comment on peut utiliser une notion créée dans un certain contexte, dans un autre contexte qui est complètement différent, sans s'interroger sur la transposition. Il y a un truc épistémologique qui coince là. Alors, je reviens à mes questions d'observation. Donc, en 2003, je soutenais, sous la direction de Blanchard Laville, une thèse intitulée « Observation clinique en sciences de l'éducation, micro-analyse et observation directe de pratiques d'enseignants de mathématiques ». Ce travail était placé, donc je suis à 2 modalités d'observation originale. Ce travail était placé sous l'hypothèse de l'existence de phénomènes inconscients au sens freudien à l'œuvre dans les espaces d'enseignement. Il mettait en place un cadre théorique pour préciser la notion d'observation clinique d'inspiration psychanalytique. À ce moment-là, on appelait ça d'inspiration psychanalytique, et on explique dans la note de synthèse de 2005 comment on est passé d'inspiration à orientation. Est-ce que ça signifie ce changement de qualification, Donc, dans ma thèse, il y avait 2 modalités de déclinaison méthodologique. D'une part, une technique quantitative d'analyse de comportements non-verbaux mis en place sur des interactions vidéoscopées enseignant-élève, la micro-analyse. D'autre part, un mode d'observation directe particulier que l'on pourrait qualifier, avec beaucoup de guillemets, d'observation psychanalytique. Et ces 2 déclinaisons étaient des innovations complètes dans le champ de l'éducation. La première, la micro-analyse, que j'avais diffusée dès 1999 par une communication au congrès de la ECSE de Bordeaux, était une méthode quantitative venant à l'appui d'interprétations cliniques mises en œuvre dans la thèse par un retour a posteriori sur du matériel déjà récolté et analysé. Elle a donné lieu pour moi à plusieurs publications. Depuis technique et diffusion aidant, un certain nombre de travaux ont été publiés dans la discipline sciences de l'éducation sur la question d'une prise en compte systématique du non-verbal à partir d'enregistrements vidéo. Notamment, c'est tout le travail du réseau VISA, si ça vous intéresse, ces questions d'observation de vidéos et d'approche proxémique. Allez voir les travaux du réseau VISA. Moi, j'ai laissé de côté toute cette question-là, craignant en première analyse que ça ne vienne que trop solliciter un aspect obsessionnel de mes mécanismes de défense. Ça veut dire que je regardais des bandes vidéo, je faisais des arrêts image par image, et puis j'essayais de voir ce qui avait impressionné les gens qui avaient vu la scène, en essayant de voir par ces arrêts image par image des associations qui n'étaient pas directement perceptibles dans la continuité du mouvement. C'était ça le travail. La seconde innovation, qui est ici au cœur de mes propos, c'est l'adaptation dans le contexte des sciences de l'éducation, alors d'une méthode d'observation d'un nourrisson dans sa famille, cohérente avec la théorisation psychanalytique, méthode proposée par la psychanalyste Esther Bick en 1948 à la Tavistock Clinique de Londres pour la formation des futurs psychothérapeutes d'enfants. Alors, c'était quoi cette méthode? Elle consistait originellement à se rendre au domicile d'une famille où un enfant vient de naître pour observer chaque semaine, à horaire fixe, un nourrisson dans son milieu, sans prendre de notes, puis à rédiger un compte-rendu aussi précis que possible de tout ce qui a été observé et ressenti, et ensuite à élaborer psychiquement ce compte-rendu dans un séminaire groupal sous la supervision d'un animateur formé à la méthode. L'utilisation de cette méthode comme source d'inspiration pour mon travail de recherche s'est faite parce que j'avais le souci de travailler par observation selon une approche clinique d'orientation psychanalytique. Il y avait évidemment là un paradoxe apparent à vouloir privilégier de l'observation dans une approche référée à la psychanalyse où le langage formalisé est roi. J'ai entendu récemment des psychanalystes de certaines écoles un peu calcifiées se définir comme spécialistes du langage verbal, disant on sait que les psychanalystes sont des spécialistes du langage verbal. Non. Pour moi, un psychanalyste, ce n'est pas un spécialiste du langage verbal, c'est un spécialiste de l'inconscient. Et, par conséquent, éventuellement du langage verbal, mais pas uniquement du langage verbal. Bref,
Mon idée pour m'approcher d'un inconscient pas uniquement centré sur la question du langage verbal fut donc de me tourner vers les travaux des psychanalystes qui travaillaient, en conservant le paradigme psychanalytique, dans un milieu sans langage. Et donc je me suis dit, des psychanalystes avec des endroits où il n'y a pas de langage, c'est quoi? C'est les rapports mère-bébé. Et donc je suis allé voir du côté des rapports mère-bébé et de ce qu'en disaient les psychanalystes. Et donc il y avait différentes méthodes proposées. Celle qui était proposée par Esterbik me semblait la plus cohérente avec l'épistémologie psychanalytique. C'est une question que j'ai examinée, cette question épistémologique, observation et psychanalyse à laquelle je tiens, dans un article qui est paru en 2006 dans la revue Perspective Psy. Vous avez les références qui circulent. Hein. C'est vraiment important d'aller voir, épistémologiquement parlant, comment il est légitime d'utiliser de l'observation pour de la psychanalyse. Donc mon but aujourd'hui, c'est d'établir une sorte de point d'étape sur cette question de l'observation psychanalytique que j'ai implantée en sciences de l'éducation et d'expliciter les différents dispositifs proposés au fil du temps avec leurs différents objectifs. Sur un plan chronologique, cette implantation s'est effectuée en lien avec ma propre formation clinique, psychanalytique et d'observateur, et en lien avec la légitimité que j'éprouvais à proposer mes innovations, on y reviendra. Pour rendre compréhensible ce bilan, il me semble qu'il conviendrait de le structurer en deux grandes rubriques. Comment je me suis formé, celle de ma propre formation, et puis celle de mes propositions. En fait, sur un plan chronologique, c'est des choses qui sont moins séparées que ça et qui sont en dialectique. En ce qui concerne ma propre formation, il y a eu ma formation par rapport à la méthode originelle d'Esterbik, et puis cette première expérience inaugurale d'une observation psychanalytique d'une enseignante. Quant à mes propositions, elles relèvent de deux grandes catégories, des dispositifs de formation et des dispositifs de sensibilisation. Et ce n'est pas la même chose. Avec, pour chacun évidemment, que ce soit de la sensibilisation ou de la formation, des possibilités d'exploitation du matériel recueilli en recherche. Alors, je vais vous livrer quelques éléments d'un parcours de formation en observation. Donc, Esterbik, pour situer les gens qui ne la connaissent pas, qui n'en ont pas entendu parler, mais je sais que parmi vous, il y a déjà des gens qui en ont entendu parler, soit par leurs enseignants, soit par des interventions que vous avez pu avoir. Donc, Esterbik, ses dates, c'est 1902-1983. C'est quelqu'un qui est né dans un petit village de Pologne, qui est parti de Vienne en 1938, qui s'est retrouvé en Angleterre au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été éducatrice, qui s'est occupée de jeunes enfants dans les crèches de guerre, qui a fait une première tranche d'analyse avec Balint, une seconde avec Mélanie Klein, et qui est devenue la représentante du courant kleinien dans l'école anglaise. Voilà. Donc, elle évoque les buts de sa méthode d'observation. Elle a très peu écrit, ça c'est un des avantages qu'on a quand on travaille dessus, parce que contrairement à Freud, pour lesquels vous avez ça comme rayonnage dans les œuvres complètes dans votre bibliothèque, Esterbik, il va y avoir 5, 6, 7 textes. Hein. Donc c'est intéressant de pouvoir les exploiter à fond. Donc, dans son texte Princeps, qui est publié en 1964, alors que c'est une méthode qu'elle a mis en place dès 1948, donc on pense quand même qu'une méthode mise en place en 1948 et un écrit sur cette méthode en 1964, on imagine que chaque mot qu'il a défini a été mûrement réfléchi. Hein. Donc, elle dit que le premier but de sa méthode d'observation, c'est la formation des futurs psychothérapeutes d'enfants, à qui cette méthode donne l'occasion d'assister à l'éveil à la vie psychique d'un nourrisson entre 0 et 2 ans, nourrisson qui n'est pas un enfant du psychothérapeute observateur. On sait que des psys de toutes sortes ont théorisé à partir de l'observation de leurs propres enfants ou petits-enfants, Freud, Piaget, Mélanie Klein. Hein, on observait tous des petits-enfants ou des enfants. On sait aussi, et ça c'est intéressant à noter, que des grands psychanalystes d'enfants n'ont pas eu d'enfants. Winnicott, Anna Freud. Quant à Mélanie Klein, le jour où elle est morte, sa fille a ouvert une bouteille de champagne. Un peu compliqué, sûrement. Mais le but secondaire, dit Esterbik, de cette méthode de formation, c'est la formation scientifique de l'observateur. Et là, je m'excuse pour les gens qui connaissent ce texte
dont j'ai déjà lu un extrait, mais je ne résiste pas au plaisir de partager de nouveau avec vous un paragraphe qui est à la fin du texte fondamental d'Esterbik et qui dit la chose suivante, je vous le cite. Donc c'est Esterbik qui parle à la fin de son texte Princeps. Donc elle a décrit sa méthode d'observation, elle raconte ce qu'elle y fait et elle termine pratiquement comme ça. Avant de terminer, dit-elle, j'aimerais souligner l'utilité de l'observation de bébés pour qui voudrait se former au recueil de données objectives et au mode de pensée scientifique. Dans nos séminaires, dit-elle, c'est-à-dire les séminaires d'observation qu'elle organise, il devient très évident qu'il est difficile d'observer, c'est-à-dire de recueillir des faits sans les interpréter. Dès que des faits doivent être traduits dans le langage, nous découvrons que chaque mot est entouré d'un halo d'affect. C'est joli cette expression, hein. Chaque mot est entouré d'un halo d'affect. Alors c'est joli, c'est le travail du traducteur, hein, parce que Esterbik, elle n'a pas écrit ça, elle a écrit penumbra of implication, ce qui est joli aussi, hein, qui n'est pas sans faire penser à Dubion, mais halo d'affect, là, chapeau pour les traducteurs. Donc nous découvrons que chaque mot est entouré d'un halo d'affect. Et là, je continue sa citation et c'est remarquable. L'observateur doit-il dire que le mamelon tombe de la bouche de bébé, ou que celui-ci le laisse tomber, que le mamelon est poussé hors de la bouche, qu'il se libère, qu'il s'échappe. Moi, je trouve que c'est génial, ce texte. Vous entendez vraiment les différences de nuances, hein. Doit-on dire, donc vous assistez à l'allaitement d'un petit enfant par sa mère, et vous notez, nana, il se passe quelque chose, il y a un mamelon, il y a une bouche, et ça se sépare. Et comment vous allez l'écrire? Et vous voyez bien que si vous écrivez « le mamelon tombe de la bouche de bébé », on a l'impression qu'il y a quelque chose de passif qui se met en place. Quand on écrit « le bébé laisse tomber le mamelon », on donne du pouvoir au bébé. On pense que c'est lui qui produit l'action. Quand on écrit que le mamelon est poussé hors de la bouche, là, c'est ambivalent. Est-ce que c'est le mamelon qui est acteur ou est-ce que c'est la bouche du bébé? Que le mamelon se libère ça dit quelque chose du pouvoir entre cette bouche et ce sein. C'est absolument fabuleux, hein. Donc, vous voyez bien que l'observateur doit-il dire que le mamelon tombe de la bouche de bébé, ou que celui-ci le laisse tomber, que le mamelon est poussé hors de la bouche, qu'il se libère, qu'il s'échappe. En fait, elle continue à écrire ça, l'observateur choisit tel ou tel mot parce qu'observer et penser sont pratiquement inséparables. Voilà un enseignement important, poursuit-elle, car il nous apprend à être prudents et à chercher confirmation dans une série d'observations supplémentaires. Moi, je trouve que ce passage montre bien un des enjeux essentiels de la formation par cette méthode pour l'observateur, lui faire prendre conscience de l'impact de sa subjectivité dans sa façon de penser la situation qu'il observe, notamment via le choix des mots qui seront utilisés pour en rendre compte. On voit aussi dans ce même extrait comment la question de la durée de l'observation est importante, et Esterbik est très explicite sur ce point. Elle dit « C'est la répétition dans le temps des phénomènes observés, par cette observation au long cours, qui permet de prétendre y trouver un sens. » Donc, on voit bien donc que les buts qu'on va poursuivre, sensibilisation à ce type d'observation ou formation, vont être très dépendants de combien font d'observation les gens qu'on a en face de nous. Et qu'assurément, on ne prétend pas former les gens à de l'observation en leur faisant faire une observation. En leur faisant faire une observation, on prétend peut-être, dans un certain contexte, quand le travail est bien pensé, les sensibiliser à l'observation, mais sûrement pas les former. En revanche, pour les former, c'est sûrement un travail au long cours, on va voir dans quelles conditions. Donc, après que j'ai eu connaissance de l'existence de la méthode d'Esterbik, j'en suis maintenant à une formation à la méthode originelle, connaissance que j'ai eue grâce à Claudine Blanchard-Laville, qui dans ce fameux séminaire des marches cliniques, et jusqu'au bout, et elle le fait encore maintenant, a toujours tenu à nous mettre au courant des choses qui sortaient, des choses qui étaient intéressantes, à partager tout ce bagage qu'elle est tout le temps en train d'acquérir sur le plan psychanalytique. Donc, elle nous a fait découvrir ce texte. Donc je me suis mis à accomplir, moi, en tant que j'étais en DEA à ce moment-là, donc l'équivalent d'un Master 2, je me suis mis à accomplir un important travail d'investigation bibliographique sur la méthode et sur son auteur, et puis j'ai cherché à rencontrer des bikiens, c'est comme ça que je les appelle, il ne faut pas leur dire, c'est des gens qui, c'est un peu une secte quand même,
Parce que je pense qu'une approche d'observation comme ça, on ne peut pas juste l'attraper en lisant des livres, c'est pas possible. Donc j'ai rencontré Michel Hague, qui est un spécialiste de cette méthode et qui lui-même s'est formé auprès d'Esterbic. Il m'a mis en contact avec une psychanalyste de la Société psychanalytique de Paris qui s'appelle Régine Pratt, qui est en même temps secrétaire d'une association de formateurs à l'observation du nourrisson. Et puis j'ai commencé à participer au 3e temps d'un séminaire d'observation, et j'y ai participé pendant pratiquement 2 ans. Donc vous avez compris, l'observation, c'est 3 temps. On observe à horaire fixe chaque semaine pour un nourrisson. Ensuite, on écrit un compte-rendu de ce qu'on a observé, de ce qu'on a ressenti. Ensuite, on élabore le compte-rendu. Il y a une seule personne qui observe, mais généralement, le 3e temps du séminaire, il y a plusieurs personnes dans le séminaire qui ne sont pas nécessairement tous des observateurs. Et donc moi, dans un premier temps, pendant 2 ans, j'ai participé à ce 3e temps, sans observer moi-même un nourrisson, mais en participant au travail d'élaboration. À ce moment-là, dans l'année scolaire 2000-2001, j'ai effectué pour mes recherches la première observation d'enseignants selon ce protocole. Et donc dans ma thèse, en fait, c'est ça que j'ai fait. Je suis allé observer une enseignante de mathématiques dans sa classe, une fois par semaine, à horaire fixe, sur toute une année scolaire. J'ai pas pris de notes pendant l'observation. Quand je suis parti de l'observation, j'ai rédigé un compte-rendu aussi précis que possible de ce que j'avais observé et ressenti. C'est le 2e temps. Et ensuite, ces comptes-rendus ont été élaborés avec des cliniciens qui m'ont aidé à penser ce qui pouvait se passer pour moi et pour elle dans ce contexte de l'observation. Donc, ça a duré une année scolaire. J'en ai rendu compte dans les articles dont vous avez la bibliographie, que vous avez dans la bibliographie. Et je me suis rendu compte aussi que par cette observation, je pouvais mettre au travail pour la première fois une notion qui était celle de transfert didactique, créée par Claudine Blanchard-Laville à partir de bandes vidéo. Et donc, j'ai proposé de travailler sur le transfert didactique in vivo avec cette observation qui a duré 1 an. Alors, j'en suis maintenant à légitimité de l'application de la méthode d'Esterbic à la recherche en éducation. Un peu plus parce qu'on a commencé à moins 10, à moins 20, et donc... ça va ? C'est ça les mathématiques. Donc, pour la précision, si on a commencé en retard, on ne va pas prendre sur ma conférence, on prendra sur la pause. Ou sur les questions. Alors, perdons pas de temps. Donc, pour la méthodologie que j'ai proposée pour observer une enseignante, je parle de méthode inspirée de celle d'Esterbic, comme on parlait de groupe d'analyse des pratiques, d'inspiration Balint, et de méthode clinique à l'époque d'inspiration analytique. Donc j'avance. Et dans ce contexte, finalement, j'ai respecté exactement le protocole d'Esterbic, c'est-à-dire les 3 temps, c'est-à-dire un groupe de supervision, mais la seule chose qui change, c'est qu'au lieu d'observer un bébé, j'ai observé une enseignante. Et j'ai jamais dit qu'une enseignante, c'était un bébé. Et j'ai jamais dit qu'un enseignant, c'était un bébé, même si c'est sûrement complexe, parce que c'est sûr que dans l'espace d'enseignement, des éléments de ce que l'enfant qu'a été l'enseignante, de la façon dont cet enfant s'est structuré, ont sûrement un impact au niveau de la scénarisation du rapport au savoir. Mais bon. Donc, je pense que cette méthode-là, c'est quelque chose qui peut aboutir à des recherches intéressantes en sciences de l'éducation. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que quand j'ai commencé à intervenir dans les différents congrès pour parler de ce travail-là, dans les congrès où il y avait des psys et dans les congrès où il y avait des observateurs, je n'ai pas été pris au sérieux parce que je n'avais pas fait d'observation de nourrisson et parce que je n'étais pas psychologue. En gros, c'était ça. Et donc, pour crédibiliser mon travail, j'ai décidé de faire les deux. C'est-à-dire, j'ai décidé de devenir psychologue clinicien. Ça a été un moment important de ma vie où j'ai repris des études de psycho. Et comme le titre est verrouillé, pour avoir le titre de psychologue clinicien, il faut avoir fait une licence au minimum. Vous ne pouvez pas l'avoir par équivalence, vous ne pouvez pas l'avoir par VAE, par exemple, le titre de psychologue clinicien. C'est bloqué par les syndicats. Donc, j'ai recommencé en licence, Master 1, Master 2, voilà, tout en enseignant en même temps. J'ai fait donc des stages en hôpital, etc.
Et puis, j'ai aussi commencé une observation de nourrissons, et ça a été quelque chose d'absolument fabuleux. De mai 2009 à juillet 2011, je me suis rendu au domicile d'une petite fille que j'appelle Amélie, voilà, et que j'ai observé pendant à peu près 2 ans et demi avec ce protocole d'observation selon Esterbik. Donc là, si vous avez des questions sur tout ça, ça a été pas facile de trouver une famille dans laquelle on pouvait observer un nourrisson, hein, vous imaginez bien, surtout pour un homme, vous imaginez bien aussi, surtout dans tout le contexte de pédophilie actuelle où un enseignant n'ose même plus mettre la main sur la tête d'un de ses élèves tant il a peur voilà. Bref. Alors, j'avance un peu pour essayer de pouvoir arriver au bout de mon propos. Donc, j'en suis vers une spécificité de la légitimité. Alors, des psychanalystes, comme Martha Harris ou Bianca Le Chevalier ou Rosella Sandri, ont souligné l'importance que ce type de formation à l'observation du nourrisson avait pour la pratique psychanalytique. Et ça, c'est sûr. C'est évidemment utile au niveau des patients que j'accompagne. Mais je dirais que j'ai acquis de l'expérience supplémentaire aussi au niveau de la conduite d'un groupe dans une situation de supervision d'observation et que cette compétence a un impact sur les dispositifs que j'ai proposés et que je vais détailler. Cependant, je ne crois pas que si j'avais fait qu'une observation de nourrisson, ça aurait suffi pour me permettre de conduire l'observation de l'enseignante que j'ai faite pendant 1 an. Et je suis pas loin de penser qu'il y a une forme de spécificité pour réaliser des observations de situations d'enseignement. Alors, finalement, comment je vais mettre en œuvre cette spécificité? Donc, voilà ma proposition de dispositif d'initiation à l'observation subjective. Donc voilà, finalement, je rentre maintenant au cœur de mon propos, qui est comment j'accompagne à l'observation. J'ai proposé un enseignement sur l'observation clinique en première année de master de sciences de l'éducation. Et ça a été l'occasion d'aménagements successifs en fonction de ma légitimité, de l'appui institutionnel. C'est un enseignement qui était assez théorique dans sa première forme, avec une part laissée éventuellement à la micro-analyse, et puis plus je suis devenu sûr de moi-même et de ma légitimité, plus finalement je me suis centré que sur de la clinique. Le but de cet enseignement, c'est très précis, c'est de faire expériencer, moi j'aime beaucoup ce néologisme que j'emprunte à Ruth Cohn, qui est construit sur l'anglais to experience, c'est-à-dire ressentir de l'intérieur. Donc mon but, c'est de faire expériencer par les participants les impacts de la subjectivité de l'observateur qu'ils sont dans la situation observée, à travers une observation effective, et puis d'élaborer psychiquement ces impacts dans un dispositif. Donc le cours est construit en 2 temps menés dès que possible en parallèle. D'abord, j'introduis un peu d'éléments théoriques qui conduisent à une proposition de ce que pourrait être, sur un plan théorique, une observation clinique d'orientation psychanalytique. Mais surtout, très vite, je donne des points de repère méthodologiques et j'envoie les étudiants faire une observation. Ils vont donc devoir prendre contact avec un intermédiaire, effectuer une observation de séance d'enseignement sans prendre de notes, puis ils auront à rédiger un compte-rendu aussi complet que possible de tout ce qu'ils auront observé et de ce qu'ils auront ressenti. Ces comptes rendus sont ensuite élaborés dans le groupe, sous ma supervision. Dès les premières des 12 séances de 2 heures que dure cet enseignement, un temps d'élaboration collective est ménagé qui, comme dans la méthode originelle, sert à accompagner les étudiants au tout début de leur recherche d'intermédiaire. Dans ce contexte universitaire, nous ne sommes plus dans un dispositif de recherche, comme c'était le cas pour ma thèse, mais nous sommes dans un dispositif de sensibilisation où il s'agit de mettre en place un cadre groupal qui permettra à l'observateur de travailler psychiquement sa posture, en amont et en aval, de la réalisation de l'observation de son compte-rendu. Dans, par exemple, ce type de travail, j'interdis aux participants de dire quoi que ce soit de la personne qu'ils observent. Ce n'est pas là-dessus qu'on travaille. On travaille sur l'observateur, on ne travaille pas sur l'observé. Avec une observation à un coup et des débutants, on ne peut pas se permettre de dire grand-chose ou d'émettre des hypothèses sur la personne qu'on observe. C'est plus compliqué, on pourra y revenir, mais voilà. Donc, les figures... Alors,
si chaque participant n'effectue qu'une seule observation, chacun a toutefois l'opportunité d'élaborer psychiquement pour lui-même, non seulement à propos de sa propre observation, mais également à partir de celle de chacun des autres participants et des résonances qu'elles ont pour lui les unes avec les autres. Cette pluralité va être une sorte de révélateur et d'amplificateur pour le travail psychique qui s'effectue pour chacun et qui plus est dans un contexte gruppal. Les figures imposées du dispositif, à savoir le respect des 300, le passage obligé par un intermédiaire, le choix imposé de l'observation d'un enseignant du second degré, constituent une sorte de cadre qui se répète pour chacune des observations rapportées. La répétition dans le temps des observations effectuées par une seule personne, qui fait la force de la méthode initiale, est ici remplacée par la multiplicité des observations qui ont entre elles ces fortes caractéristiques communes. Mais bien sûr, ces répétitions ne sont pas de même nature dans les deux dispositifs et ne permettent pas un travail totalement identique. On voit des variations personnelles. Les variations les plus manifestes sont les variations sur le choix de la discipline enseignée, sur le niveau de la classe, le type d'établissement. Elles sont d'ailleurs interrogées dans le groupe. D'autres sont plus subtiles. Elles portent sur les modalités de la prise en compte des éléments non verbaux dans les comptes rendus. Est-ce que les corps sont mentionnés? Est-ce que les vêtements sont mentionnés? Est-ce que les postures des différents protagonistes sont mentionnées? On remarque aussi des variations sur les registres de vocabulaire, sur les identifications de l'observateur. On voit que les observateurs sont parfois, et tour à tour au sein d'une même observation, soit des élèves, soit des enseignants, soit des inspecteurs, soit des parents. Bref, les observateurs seront à même de s'en saisir dans le contexte des élaborations proposées par le groupe, suivant leur propre capacité associative, dont il est à noter qu'elles s'assouplissent au fur et à mesure des séminaires. Donc, cette accumulation d'observations permet ainsi aux participants d'éprouver leur propre modalité de fonctionnement psychique et leur régularité et leur singularité. Bon, alors ça, c'est mon dispositif de sensibilisation. Maintenant, j'ai proposé aussi un dispositif de formation. Et dans le dispositif de formation que j'ai pratiqué en libéral, j'ai accompagné des observateurs pendant 1 an. Jusqu'à présent, j'en ai eu 3. Véronique, qui est ici présente, qui a observé une enseignante d'école maternelle pendant 1 an, c'est-à-dire qu'elle s'est obligée à faire une observation chaque semaine en allant dans la classe et qu'on a constitué autour d'elle un séminaire pour élaborer ses observations. Elle a écrit un compte-rendu et ça a duré 1 an. Il y a une deuxième personne pour laquelle on a fait la même chose, qui était Élodie Kérien, qui a observé une enseignante de 6e dans le même protocole. Et la dernière que j'ai menée, elle s'est menée avec Jean-Pierre Lobello, qui est aussi un docteur en sciences de l'éducation, comme l'est Véronique. Sauf que Véronique, elle est maître de conférence à Amiens maintenant, bien sûr. Et Jean-Pierre Lobello, il a observé un enseignant de CM2 pendant 1 an. Voilà. Et ça a été à chaque fois des expériences absolument bouleversantes. Juste une petite anecdote, et je finirai là-dessus, sur l'observation qu'a faite Jean-Pierre Lobello. Jean-Pierre Lobello, c'est un passionné de technologie. Il a fait une thèse sur l'usage technique de la technologie. Et il s'est senti redevable, c'est compliqué cette question de la dette, auprès de l'enseignant de la classe qu'il a observé. Et donc, il a fait 2 cadeaux. Un cadeau qui est en fait un kit école, KIT, plus loin, école, parce que c'est un endroit où on peut faire des maquettes exceptionnelles. Voilà. Et en fait, il a été pendant 1 an sur la problématique de est-ce que je quitte mon école ou pas. Il était directeur depuis très longtemps dans la même école. Il a même envoyé sa demande de mutation, qu'il a ensuite récupéré dans les tuyaux. Mais c'était absolument génial que le cadeau qu'il fasse à la fin de l'observation, qui a évidemment servi pour lui à élaborer des choses de sa posture de directeur, on pourra en parler si vous voulez. La difficulté pour lui, ça a été de ne plus être un directeur et d'être juste un observateur. Et c'était très compliqué de laisser sa peau de directeur. Et le deuxième cadeau qu'il a fait à sa classe, c'est un livre qu'il trouvait génial et qui s'appelait comment? L'œil du loup. Voilà, bon. La difficulté pour Jean-Pierre, par exemple, et qui est une difficulté qu'a connue aussi Véronique, c'est de se départir de son expertise professionnelle. À certains moments, il s'est retrouvé, par exemple, je me souviens d'une scène où il était dans la salle des maîtres, le directeur de l'école venait dire aux gens « Bon, il faut prendre vos élèves maintenant ». Il aurait dû normalement attendre que son enseignant, entre guillemets, aille dans la cour de récréation, et il s'est retrouvé tout seul dans la cour de récréation, comme si, en fait, le directeur s'était adressé à lui et il allait prendre ses élèves. Voilà. Et donc, on pourrait en parler pendant très longtemps. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. On a gardé un quart d'heure donc, pour des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous remercie.